meet-up les meet-up d'une manière générale, du coup, se veulent donc dynamiques et opérationnels. Donc, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure des présentations, directement dans le chat. On pourra prendre le temps d'y répondre et d'échanger sur ces sujets-là. Franchement, n'hésitez pas. Si vous vous posez les questions, c'est que certainement d'autres se la posent aussi. Donc, prenez le temps de la poser. Et ensuite, j'attire simplement votre attention sur le fait qu'en fin de webinaire, on vous proposera un très rapide questionnaire juste pour connaître vos besoins, je dirais, poursuivre éventuellement nos échanges sur ce sujet-là. Et voilà, ça prend vraiment quelques secondes et ça se fera vraiment en toute fin, juste avant d'aller déjeuner. Donc voilà, je ne monopolise pas plus la parole. Et donc, je passe la main. On va essayer de passer la main donc à David. Si Jade, tu es opérationnel, ça devrait bien se passer. Yes, c'est bon, normalement. Normalement. Bonjour à tous. Bien, du coup, est-ce que ça fonctionne? Alors, pour l'instant, on te voit toi. C'est bien. Est-ce que tu as... Voilà, là, on a tout ce qu'il faut. On doit être pas mal. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est David Meneghetti. Je suis directeur commercial chez IPC2U. Je ne vais pas faire une grosse présentation sur IPC2U. On est distributeur et constructeur de matériel informatique industriel. Et je réponds aujourd'hui à la demande donc, pour vous faire un partage sur comment sélectionner ces IoT dans le cadre de la mise en place de systèmes de digitalisation d'entreprise ou ce genre de choses. Alors, vous m'excuserez, la présentation est très succincte, mais Antoine pourra vous confirmer que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer. Et donc, en fait, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc, j'ai découpé en trois parties. Donc, la partie, c'est la partie quel est l'objectif, en fait, de la mise en place d'IoT au sein d'une entreprise, quel type de structure. Et enfin, pour la partie projet, je ne vais pas trop en parler parce que je vais laisser les deux personnes qui sont derrière moi en parler un peu plus. Parce que là, c'est plus la partie projet, c'est plus quand c'est en place et quelles sont les choses qui vont arriver. Donc, sur la partie objectif, à quoi correspond le besoin en fait de mettre des IoT? Donc, en fait, il peut y avoir plusieurs choses. Ça peut être donc la réduction d'une immobilisation d'une machine. Donc là, on est plus dans un objectif, par exemple, de réduction de temps d'immobilisation sur des pannes qui arrivent. Si par exemple, vous avez un outil de production avec des pièces qui s'usent, et vous savez qu'en fait, au bout d'un moment, cette pièce, il va falloir la changer. Et en fait, la mise en place d'IoT vous permet en fait de changer les pièces qui vont de toute façon casser au bout d'un moment de manière prédictive pour éviter donc l'arrêt de production. Ça peut être pour faire des économies d'énergie, c'est-à-dire que si vous avez un outil de production qui de temps en temps n'est pas utilisé, en fait, ça permet en fait de le mettre en arrêt. Et sinon, d'améliorer l'efficacité et le rendement. Alors, pour améliorer l'efficacité et le rendement, ça va aussi de pair avec la réduction d'immobilisation et l'économie d'énergie. Et rendement amélioré, ben forcément, si on a tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte, on peut arriver à ça. Donc, on parle souvent c'est pas de moi, on parle souvent en fait d'objets smart, donc ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporairement défini. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout ça, ça rend une usine intelligente. Donc, quelles sont les personnes impliquées? C'est vrai que si on a un outil de production sur lequel vous avez 3 personnes qui travaillent, il va falloir faire des adaptations. Donc, il faut voir si ça rentre dans le fonctionnement et si il va y avoir aussi peut-être des nouvelles personnes qui vont entrer en ligne de compte. Par exemple, pour gérer la maintenance et ou l'intervention sur les machines. Est-ce que le projet est réaliste? Il faut définir en fait ce que c'est qu'un objet.
Donc, un objet, ça peut être votre frigo, votre téléphone, ça peut être un outil de production, ça peut être une porte automatique. Tout ça, c'est des objets. Et donc, après, il faut voir, est-ce que cet objet peut être connecté? Est-ce qu'il y a des éléments, en fait, que l'on peut capter dessus? Est-ce qu'on peut savoir, par exemple, je prenais dans le cas d'une porte, en fait, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'il y a un moyen, en fait, de placer ou d'avoir un capteur dessus pour savoir si la porte est ouverte ou fermée? Et donc, du coup, il y a des fois où c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément la possibilité de récupérer des données qui pourront être utilisées après plus tard comment dire, dans la présentation générale. Donc, il faut savoir si on peut récupérer ces données. Donc ensuite, quelles sont les données que je veux récupérer? C'est toujours pareil, c'est si vous avez un outil de production, vous allez pouvoir récupérer des données comme la température de fonctionnement, vous allez pouvoir récupérer données comment dire, le nombre d'heures où la machine a tourné. Et tous ces éléments-là, en fait, vont nécessiter un certain nombre de capteurs et de récepteurs pour pouvoir collecter vos données et les utiliser derrière. Alors, c'est pas la partie comment dire, la plus facile parce qu'en fait, les capteurs en fait vont chacun avoir comment dire, un fonctionnement différent. Donc, vous avez un capteur en fait qui va pouvoir mesurer une température. L'autre capteur à côté derrière va pouvoir savoir le nombre d'heures, etc. Tous ces capteurs en fait sont un peu différents. Et donc, capter les données en fait ici nécessite de bien savoir en fait comment le capteur réagit. Est-ce qu'il vous envoie juste un bit? Est-ce qu'il vous envoie juste comment dire, un truc linéaire, etc. C'est pas forcément évident à savoir. Et donc, c'est pour ça qu'il est il est important de connaître un peu ce qu'on veut en faire. Donc, voilà pour les objectifs. Je pourrais rajouter aussi dans les objectifs, est-ce que ça répond en fait à une donnée complémentaire de l'entreprise d'être plus rentable? Est-ce que ça répond à une donnée d'entreprise d'être plus réactive, ce genre de choses? Donc, la structure, c'est la partie que je maîtrise le mieux. Je ne vais pas vous mentir. Parce que c'est vrai que c'est plus dans ce domaine-là en fait que je vais intervenir. Donc, en fait, sur cette partie-là, je peux vous proposer donc de vous faire. Après, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, sur quels sont les éléments en fait que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir récupérer vos données. Donc, la première, c'est quel type de mesure et quel équipement connecté. Donc, on va reprendre le cas d'une machine-outil. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est savoir quelles sont les données qu'on va récupérer, la température, la vitesse de rotation, le temps de fonctionnement, etc. Et comment je peux récupérer ces informations avec quel type de capteur. Alors, on va regarder vite fait ici. Alors ici, c'est forcément des passerelles, mais on imagine que le capteur vous donne une information, comment dire, je sais pas moi, de température. Après, vous avez en fait une passerelle à utiliser pour pouvoir envoyer cette donnée sur votre système. Donc, ce sont des types comme ça. On peut en avoir en fait plusieurs qui récupèrent plusieurs données en fait sur un appareil. Et les envoie en fait après sur votre logiciel. Il faut savoir combien de machines vous allez connecter. C'est ce que je vous montrais à l'instant, c'est qu'en fait, on peut très bien avoir en fait plusieurs engins qui sont connectés en même temps. Et après, il faut savoir en fait si on va avoir une seule passerelle qui va récupérer les données de tous les capteurs ou si on va avoir plusieurs passerelles à connecter ensemble. Alors, la partie qui m'intéresse le plus, même, je dirais, c'est dans quelles conditions on doit collecter. Chez IPC2U, on fournit des systèmes informatiques embarqués.
des systèmes industriels qui peuvent fonctionner dans comment dire, toutes les conditions de température, toutes les conditions environnementales différentes. Et donc, en fait, là, il faut savoir en fait dans quelle mesure ça sera placé. Donc, si on a des capteurs qui sont placés là où il y a de la poussière, si on a des capteurs qui sont placés sur un endroit où il y aura de l'eau, etc. Et donc, en fait, il faut avoir des appareils qui sont capables de récupérer ces données dans ces conditions-là. Donc, chaque installation est différente. C'est là où, après, il faut avoir un cahier des charges qui est assez précis parce que on n'a pas tous les mêmes conditions. Ensuite, comment je transfère les données? Donc là, c'est ce que je vous montrais à l'instant par rapport aux passerelles, et c'est là où ça devient un peu plus intéressant aussi. C'est comment je transfère les données. Donc là, on a plusieurs, je dirais, options possibles. Soit on a des transferts sur, sur des parties câblées. Soit c'est en transfert sans fil, soit c'est des objets qui vont enfin, c'est du sans fil, mais alors quand c'est du sans fil, c'est soit du Wi-Fi, soit des objets en 4G. Je prends l'exemple, par exemple, si vous avez des systèmes de bornes de recharge de voitures électriques, vous n'allez pas tirer un câble de votre borne électrique pour aller jusqu'à votre usine, ça va être trop compliqué. Donc là, en fait, on va utiliser des systèmes 4G LTE qui vont en fait pouvoir communiquer avec l'appareil central, donc au travers du réseau 4G. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il faut savoir après comment ces données transfèrent, comment on doit les transférer. Et ensuite, si on peut garantir aussi leur sécurité, parce que dans un monde aussi où on a beaucoup d'attaques sur les réseaux, il faut pouvoir protéger ces données. Donc là, c'est pareil, il faut savoir si ça peut être utilisé en Wi-Fi, si ça peut être utilisé en 4G, si ça peut être utilisé en Bluetooth aussi, parce qu'on a aussi cette option, ou si on est obligé d'utiliser du réseau câblé. Ça peut être aussi à prendre en compte. Et la dernière chose, c'est savoir si au niveau de la structure, on est capable de faire un retour ou si on doit faire un retour sur le capteur. Je prends l'exemple, si par exemple vous avez un outil de production qui tourne, qui doit tourner un certain nombre d'heures, et au bout d'un certain nombre d'heures, en fait, on est obligé de l'arrêter pour changer une pièce d'usure. Est-ce qu'il faut intervenir pour dire à cette machine, arrête-toi à tel moment ou arrête-toi après tant d'heures de fonctionnement pour pouvoir intervenir et changer une pièce d'usure. Donc, tous ces éléments-là sont à prendre en compte dans votre projet d'IoT. Donc, ce que je vous montrais tout à l'heure, on utilisera des passerelles câblées ou des passerelles sans fil, donc pour récupérer les données. Alors, je ne le montre pas ici, mais on a aussi la possibilité enfin, c'est même nécessaire, le capteur en lui-même, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être un capteur qui va prendre la température, qui va vous donner le nombre de tours de fonctionnement ou le nombre d'heures de fonctionnement. Et donc, ces capteurs-là, en fait, il faut transformer son signal en numérique. Et donc là, on propose aussi, je ne les montre pas là parce qu'en fait, il y en a beaucoup trop. Et ça, après, chaque configuration est différente. Et donc, vous avez donc le capteur température d'eau, le convertisseur, on va appeler ça comme ça, et ensuite la passerelle que vous voyez ici, qui va envoyer la donnée sur votre système cloud ou sur votre système en interne, qui va utiliser et collecter ces données. Donc, comme chaque configuration est différente, c'est très difficile de vous donner un exemple précis de fonctionnement. On va partir sur celui-là, qui est en fait typiquement en fait une passerelle qui va transformer un signal. Donc ici, c'est un signal qui vient d'un port COM vers merci David, vers
vers une sortie Ethernet ou USB. Donc là, on est sur une passerelle qui va transformer un signal comme en USB ou en port Ethernet, qui va ensuite, ce signal, pouvoir être utilisé par votre système applicatif. Le système applicatif après derrière, on intervient aussi là-dessus dans notre chez IPC2U. C'est des exemples que je pouvais vous donner. Donc, par exemple, ici, on a en fait des petites machines qui vont en fait récupérer une donnée. Donc là, oui, ça arrive pas à parler de ça aussi. Qui va récupérer la donnée en fait et qui peut pouvoir être utilisée après derrière. On a la possibilité, dans ce cas présent, en fait, d'avoir directement sur cette machine-là, par exemple, le récepteur pour éviter d'utiliser une passerelle. Donc là, c'est dans le cadre en fait où la machine est utilisée près de votre système IoT. On prend le cas par exemple du panneau solaire ici. En fait, le panneau solaire va donner une information comme quoi le panneau est en charge à 50% par exemple. Le signal est en fait directement transmis à la machine. Et après, si votre système applicatif dit bah voilà, quand il est chargé quand il est utilisé à 60%, je transmets l'électricité à tel endroit et la machine en fait peut faire toute cette intervention directement sans une intervention extérieure. Vous avez juste un système de surveillance. Après, vous avez des systèmes un peu plus performants qui, eux, en fait, vont récupérer la donnée et qui, après, en fait, vont vous donner tout un tas d'informations sur votre système applicatif. Donc, par exemple, si on a plusieurs machines de production qui sont en route, combien d'heures a tourné cette machine? Est-ce que cette machine a besoin, en fait, d'une intervention prochainement? Et tout ça, en fait, ces données, en fait, sont utilisées et collectées dans des systèmes cloud, c'est ce que disait tout à l'heure Antoine. On aura peut-être une information là-dessus plus tard, pour pouvoir être utilisées. Toutes les données en fait de votre entreprise, quelque part, peuvent vous rendre des services sur ce que je vous disais, sur de la maintenance prédictive, sur le nombre d'heures d'utilisation d'une machine. Est-ce qu'elle est utilisée à 100% en production ou est-ce qu'on n'est que à 80% de production? Est-ce que l'ensemble des éléments nous permettent de dire bon bah on aura une production d'autant d'unités en 24 heures, en 12 heures, etc. Toutes ces données-là, en fait, vous pouvez les récupérer ensuite avec ces objets connectés. Donc, pour revenir après à la partie où je disais je vais laisser la place à mes personnes derrière moi. Une fois en fait que vous avez mis en place votre projet IoT, faut faire un premier test en fait sur peut-être une usine ou un outil de production, et ensuite basculer en fait sur l'ensemble de votre entreprise. Voilà ce que je peux vous dire pour la partie matérielle. Encore une fois, le domaine est très vaste et c'est très très difficile de dire toutes les machines, enfin tous les objets connectés vont fonctionner de la même manière. Comme je disais tout à l'heure, tous les objets, enfin tout ce que vous avez en fait autour de vous sont des objets. Donc après, à savoir qu'est-ce qu'on va vouloir récupérer comme données et comment on va l'utiliser, ça va dépendre un peu de chacun de ses spécificités. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien, merci David. Merci bien. Du coup, en fait, on va transférer ça directement sur Lionel maintenant, mais en fait, la passerelle est un peu toute trouvée, entre guillemets, dans la mesure où on part donc de l'objet qui communique avec éventuellement la passerelle pour ensuite arriver dans une plateforme de type ThinkWorks. C'est bon pour toi, Lionel? Ah oui. Voilà, déjà on t'entend. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur cette partie suivante. N'hésitez pas, si vous... Oui, c'est bon, ouais, nickel. Merci Lionel. Ouais, okay. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions au fur et à mesure, on prendra le temps de les poser à la fin, il n'y a pas de souci. Donc, juste en introduction, pour me présenter, mon nom est Lionel Bourrelli. Je fais partie de la société Forcad depuis juillet 2017, où on a monté une organisation qu'on appelle Forcad IoT, Internet des objets.
Donc, depuis, ouais, on va avoir 5 ans d'expérience dans le déploiement industriel d'infrastructures et de plateformes IoT. D'accord. Donc, l'idée de ce matin, elle n'est pas tellement de vous faire une présentation théorique. Je vais vous montrer la manière dont nous avons en 5 ans déjà évolué, hein. Cette nécessité dans un environnement 4.0 d'être flexible, agile, performant, on l'a tous subi sur ces 5 dernières années. Donc, l'idée est de vous présenter ce que fait Forcad et comment on déploie des plateformes industrielles. Donc, OK, donc une petite idée de ce dont on va parler aujourd'hui. Forcad, en quelques mots, c'est pas simplement une plateforme IoT, hein. C'est depuis 2004 en fait, déploiement de ce qu'on appelle du PLM, le Product Lifecycle Management, avec de la CAO. En 2010 de l'ERP et en 2017 de l'IoT, en 2019 du CRM. Donc c'est une société qui fait de l'intégration de logiciels développés par des éditeurs, et on voit tout de suite que les éditeurs que vous avez ici sur ce slide sont les seuls éditeurs avec qui Forcad travaille. Ça veut dire qu'on va considérer que intégrer plusieurs technologies demande une telle énergie et une telle expertise qu'on est aujourd'hui incapable de le faire. Donc si vous avez par exemple un projet ERP, pour prendre un exemple, et que vous choisissiez autre chose que l'outil SegGIS3, aujourd'hui, une société comme Forcad sera incapable de vous aider à le déployer de manière industrielle chez vous. OK, donc 4 domaines, donc des domaines extrêmement lourds, hein. On va voir qu'on est aujourd'hui 305 personnes. Alors j'ai toujours du mal à compter parce que je sais qu'on en reçoit encore une vingtaine la semaine prochaine, hein. Donc on est à 305 personnes, donc une petite ETI, hein. On s'aperçoit 56 millions de chiffre d'affaires dans l'organisation IoT, donc spécifiquement sur une activité IoT. Aujourd'hui, on est 24. On a l'ambition de prendre 12 ressources supplémentaires avant la fin de l'année. Je ne vous cache pas que le recrutement est compliqué. Ce qui devient même de plus en plus compliqué, c'est comment garder les gens en interne. Notre vision de l'industrie 4.0, alors je pense qu'il est intéressant de partager ce que nous, on a vécu tous les jours. J'ai bien aimé la présentation précédente. Alors, on aurait peut-être dû inverser les présentations, parce que la mienne sera un petit peu moins technique. On va considérer chez Forcad que la technologie n'est qu'un moyen de pouvoir résoudre une problématique informatique, mais qu'un choix technologique ne pourra pas dans tous les cas se faire en priorité. La vision de ce que nous avons déployé, on a 26 clients aujourd'hui qui utilisent des plateformes IoT au sens industriel du terme, et des sociétés qui vont d'une société comme VMI, par exemple, qui en vendait une PME qui fabrique des mélangeurs et des pétrins, à Fleury-Michon dans le domaine de l'agroalimentaire, à Mitsubishi dans le domaine de la chimie en process continu. Donc, on a vraiment réussi à acquérir une expérience assez solide dans le déploiement de ces technologies. Au final, on s'est rendu compte que ce qui était extrêmement important, en tout cas pour les industriels d'aujourd'hui et potentiellement pour demain, c'est que c'est la donnée. Donc, on a beaucoup parlé de données, de capteurs, de comment on l'a remontée, de quel type de données, de quel type de fréquence. Évidemment, la donnée va permettre aux industriels d'aujourd'hui et de demain de travailler différemment. Alors, on espère évidemment mieux. Cette problématique de données, elle est présente dans tous nos projets. C'est-à-dire qu'on rencontre des industriels aujourd'hui qui nous disent, moi, honnêtement, si mon boss me demande de faire du 4.0 demain, je suis prêt, je stocke tout. On s'est vite aperçu que tout stocker, alors j'ai tendance à dire n'importe comment, c'est un peu méchant, mais tout stocker sans savoir exactement ce qu'on va vouloir en faire, ça devient un problème. C'est coûteux en énergie, c'est coûteux en tout, en temps, en argent, et ça ne sert pas toujours à quelque chose. Mais on s'est aperçu que sur tous les cas d'usage que nous avons déployés chez nos clients, hein, ça peut aller du management visuel à la performance, au développement d'un post-opérateur, à la maintenance prédictive. En fait, l'objectif et ce qui a été réalisé, c'est la capacité de mettre en contexte, de contextualiser 3 types de données. Donc, sur la présentation précédente, on a bien entendu que les produits, les composants, la technologie pouvaient envoyer de l'information. On va considérer que c'est de l'information qui arrive soit des produits connectés, soit des moyens de fabrication connectés. Le deuxième typologie de données, c'est
moi j'ai appelé ça les équipes, mais c'est globalement toutes les interactions qu'on va pouvoir avoir avec l'humain. C'est quel opérateur, à quel moment, qui a décidé, qui a eu l'habilitation, qui a effectué telle opération de maintenance, à quel moment il a fait. Tout ça sont les équipes, donc tout ce qui va permettre de badger et d'identifier un individu. Et ce qu'on appelle les processus, donc venir intégrer un système, un environnement IoT qui prétend pouvoir calculer une performance doit absolument s'intégrer au système d'information que vous avez déjà en place chez vous. On verra ce que fait pas une plateforme IoT, mais globalement, sans intégration sur le système d'information qui est déjà existant dans la société, en tout cas à vie personnelle, ça n'a aucun sens. Pour vous donner une idée, on a un démonstrateur usine connectée, alors certes qui n'est pas là pour prouver aux industriels qu'on fait mieux qu'eux, mais qui est là pour prouver aux industriels comment une plateforme IoT peut s'intégrer dans un environnement hétérogène. Donc on a reçu énormément d'industriels et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce slide, c'est qu'on sait très bien que l'IoT, c'est compliqué pour un industriel. Le 4.0, ça signifie en fait pas grand-chose. L'idée est de se dire si je mets demain du 4.0 chez moi, qu'est-ce que ça signifie? Et surtout, qu'est-ce que ça peut m'apporter? On s'est rendu compte qu'en recevant en 1 an et demi un peu plus de 1000 industriels dans nos locaux, on s'est aperçu que, le 4.0, on avait tous du mal à y comprendre quelque chose. Si je vous demande tous un par un une définition de ce que ça peut être, je pense qu'on est tous confrontés à une définition qui va légèrement être différente. Alors, c'est vrai qu'en 2017, c'était la maturité de l'environnement industriel et de nous-mêmes. Elle était ce qu'elle était, on avait du mal à le définir. Aujourd'hui, on est de mieux en mieux. On retrouve quand même 5 ans après des industriels qui veulent résoudre des problématiques, qui se disent que potentiellement des problématiques qu'ils ont aujourd'hui, on pourrait les résoudre avec un environnement 4.0, mais le problème qu'on a, c'est qu'un industriel, et c'est un réflexe, je pense, naturel, avant même de se poser la question de savoir où il a vraiment mal, va essayer de trouver une solution. Et cette solution, elle est à 99, mais j'aurais tendance à dire 100%, c'est un peu méchant, mais à 99,9% technologique. Donc, le nombre de personnes qu'on reçoit qui nous disent on aura besoin de mettre en place un système RFID, on va avoir besoin de mettre en place une connectivité sur notre ligne, on va avoir besoin de mettre en place un robot, un convoyeur, avant même de savoir exactement où ils ont mal et quelle est la problématique à résoudre. Donc, on voit bien que l'environnement 4.0, alors, j'ai aucune vocation à être exhaustif, en tout cas dans les slides, mais de la technologie, il y en a énormément. Et si vous regardez la présentation précédente, on peut pas commencer par choisir une passerelle ou un capteur avant même de savoir quel est le cas d'usage qu'on va vouloir traiter. Donc, ce que je voulais dire dans ce slide, c'est qu'effectivement, un industriel commence et pense toujours à résoudre une problématique par de la technologie, ce n'est pas toujours le cas. Déployer une plateforme Internet des objets IoT chez vous, il sera nécessaire d'avoir une vision. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'une plateforme IoT est un outil de développement qui ne pré-implémente pas de processus industriel de facto, qui comporte des briques technologiques, mais il faut vraiment se dire je mets en place une plateforme IoT parce que je considère qu'aujourd'hui, j'ai un problème et je pense que dans les 5 ans ou les 10 ans qui viennent ou dans les 15 ans qui viennent, je vais devoir évoluer. Et donc, la plateforme IoT, qui est une plateforme de développement, va permettre cette évolution. Dans tous les cas, le business model est important. Si on prend un cas d'usage d'une plateforme IoT qui serait je veux monitorer les produits que je vends dans la nature sur la planète, ça ne suffit pas de vouloir monitorer. Donc, cette notion de je veux monitorer derrière, obligatoirement, elle doit avoir quelque chose de plus concret en termes de business. Est-ce que je veux récupérer mon business de maintenance? Est-ce que je veux, je sais pas, étendre ma période de garantie? Mais toujours est-il que de l'expérience qu'on a pu avoir sur ces 5 ans, je pense que la totalité de nos clients qui ont fait ce qu'on appelle du produit connecté, du Smart Connected Product, ce sont des gens qui ont dans l'idée de faire de la facturation à l'usage. Ce que vous voyez ici sur la deuxième ligne. La facturation à l'usage, c'est quelque chose évidemment très particulier, j'imagine que vous le connaissez tous. En tout cas, si on prend une petite PME comme VMI, facturation à l'usage, après avoir traité pas mal de cas d'usage avec eux, c'est la possibilité d'être sûr de garder une sorte d'adéquation entre le produit que vous avez vendu et le besoin de votre client.
et on en est tous confrontés aujourd'hui, cette nécessité de performance, d'agilité, d'évolution. Tout le monde évolue. Et donc, l'adéquation entre ce produit qui a été vendu il y a quelques mois, quelques années, et cette nécessité de répondre à un besoin, des fois, elle est bien déconnectée. Et chez VMI, alors j'aime bien prendre cet exemple-là, c'est de se dire, ils vendent des pétrins ou des mélangeurs, et finalement, il y a des gens qui font des mélanges avec des pétrins et qui pétrissent avec des mélangeurs. Les machines ne sont pas faites pour ça. Et donc, ils veulent pouvoir l'identifier, conseiller le client, changer la machine. Okay, donc, la facturation et la vente à l'usage, c'est quelque chose qui va être très présent. Cette nécessité de transformation, on le voit bien, c'est-à-dire que vous allez devoir acquérir des compétences, vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir identifier, faire une sorte de as is to be, c'est-à-dire où on en est aujourd'hui pour arriver où et dans quel objectif. Cette terminologie 4.0, alors je la trouve extrêmement gênante dans le sens où il y a plein de gens qui me disent par rapport à ce que vous me dites, je serais plutôt en 1.5 ou en 2. On n'a pas tout à fait informatisé, on utilise encore un peu d'Excel, on ne sait pas trop gérer les pannes, les arrêts, enfin on intervient manuellement, donc on doit être en 1.0. Donc c'est un tout petit peu gênant. Et puis en fait, on ne peut absolument pas définir un 4.0 comme étant juste une mise à jour, un upgrade d'un 3.5 en 4.0. Donc, cette nécessité de se concentrer sur ce qu'on a vraiment envie de faire et ce qu'on a vraiment là où on veut vraiment aller, c'est vraiment stratégique. Cette nécessité de déployer des technologies 4.0 pour la préservation de la planète, elle existe depuis quelques années. Pour être complètement honnête avec vous, on essaie, nous, quand on a créé notre entreprise, on a mis éoliennes, panneaux solaires, on a acheté des golfs électriques pour aller chercher nos clients à l'aéroport. On participe à cette initiative préservation de planète. Nos clients ne nous demandent pas en priorité d'aller faire des économies. Le calcul d'une consommation énergétique sur une chaîne de fabrication pour un produit, oui, ça on le fait déjà. À quel moment il faut démarrer des composants de type four, enfin, dans des environnements chimiques, c'est à quel moment je dois démarrer pour être à une température optimale au moment du lancement de la production. Ça c'est quelque chose qu'on va faire. Mais ce qu'on appelle le smart building, c'est à quel moment je démarre mon échangeur pour que la température de mon atelier soit à 18 degrés. Enfin, c'est vraiment pas notre métier, on ne serait pas vraiment compétent. Les deux derniers sujets qui sont vraiment stratégiques, c'est l'humain et les compétences. Nous, on en souffre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a du mal à recruter, on a du mal à recruter les bonnes compétences. On a pas mal de connexions avec des écoles, avec l'ICAM, avec le Central Nantes. Les cursus ne sont pas tout à fait bien adaptés à ce qu'on pourrait appeler le 4.0, encore moins à l'IoT. Alors, c'est vrai qu'avec un peu d'expérience, on sait à peu près de quel profil on aurait besoin. C'est forcément des gens qui viennent un peu du terrain, un peu de l'industrie, des automaticiens qui ont peut-être une formation ou qui ont une appétence à faire du développement informatique pour aller un petit peu plus loin, mais ça ne suffira pas. On va répondre à quelques problématiques. Donc, globalement, l'humain aujourd'hui, dans cette nécessité d'acquérir des compétences est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le déploiement d'infrastructures IoT, on va tenir compte de l'humain dans le sens humain opérateur, humain à qui on doit donner des informations avant même de lui en demander. D'accord ? Donc, c'est vraiment, je pense, une responsabilité de l'industrie 4.0 que de tenir compte de l'humain. Comme le disait le présentateur précédent, l'IoT, c'est très, très large. On a évidemment en 2017, quand on a commencé notre activité, on avait un business plan, on a monté une société, on avait un business plan, une vision évidemment. J'étais tout à fait persuadé que notre business se ferait essentiellement sur du produit connecté. Ça n'a pas été le cas. On se rend compte aujourd'hui qu'on ne traite que deux typologies d'opportunités. Je parlais de smart building, on ne fait pas, smart car, on ne fait pas, smart city, on ne fait pas. On reste dans le business to business, on ne va pas sur le client final, mais dans ce panel, dans cette étendue extrêmement large de capacité de l'IoT, on a décidé de se focaliser sur du produit industriel connecté ou sur des moyens de production connectés. C'est intéressant de mettre les deux ici sur un slide parce que celui de gauche, qui est le Smart Connected Product, ce sont des projets qui peuvent durer jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi. Passer de la vente d'un produit mécanique à j'équipe ce produit pour le rendre communicant, je stocke mes informations, je les valorise et je leur donne un sens métier. C'est extrêmement long. Alors, je ne vous parle même pas de mon équipe commerciale qui vendait des produits purement mécaniques avec une vraie connaissance métier d'œuvre à deux mains.
vendre ce qu'on pourrait appeler des nouveaux services, ça va devenir assez tendu. Les projets qu'on va retrouver dans un contexte à droite, le Smart Connected Operation, donc l'usine connectée, sont des projets qui peuvent durer entre 3 et 1 an. Enfin, je ne pourrais pas donner de limite à ça parce que le nombre de cas d'usage peut être assez important. Mais dans tous les cas, un industriel qui a déjà des usines de production, c'est exactement ce qu'il fait, comment il le fait, et a déjà une vraie vision de comment il pourrait s'améliorer. Donc, ce sont des projets qui sont beaucoup plus pragmatiques. Définir un nouveau service, ça fait intervenir dans les initiatives de gauche l'ensemble des services de l'entreprise. Sur la partie de droite, connecter des moyens de fabrication. Une fois qu'on a les personnes de la maintenance, de la direction informatique et direction de production, on arrive à s'y retrouver. Donc, les raisons pour lesquelles on met en place une plateforme IoT, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, une plateforme IoT, de facto, ça va être de la technologie. La technologie, et gardez bien ça en tête, ce n'est qu'un moyen d'arriver à répondre à une problématique informatique. On l'a vu tout à l'heure avec des passerelles. On ne fera jamais un choix de passerelle avant même de savoir où vous avez mal. Donc, alors, il y a plein de raisons pour lesquelles, effectivement, on va décider de connecter ces moyens de fabrication. Alors, je vais passer les slides assez rapidement parce que ça peut être assez long. Mais évidemment, optimiser l'efficacité opérationnelle, une amélioration de gestion du risque, une réduction des coûts sont 3 initiatives de haut niveau qui vont permettre d'essayer de se dire, oui, demain, il va falloir faire différemment. Si on regarde ici les cas d'usage, le cas d'usage est important, c'est que, en tout cas chez nous, après avoir bien compris que la technologie n'était qu'un moyen, il va falloir identifier la vraie raison pour laquelle on fera un projet ensemble. Et l'idée est de se dire, on ne fonctionnera que par cas d'usage. Alors, bien ou pas bien, je ne sais pas juger. Toujours est-il que l'étendue des possibilités d'une plateforme IoT, l'IoT est grand, mais la plateforme IoT peut faire beaucoup de choses. On a, après 5 ans, mis en place, et on a dû le faire pour des problèmes de performance et de rentabilité de société, de se dire, en fait, quand on a identifié exactement ce qu'il fallait faire, on va le décliner en cas d'usage. Et pour chaque cas d'usage, on déclinera quelles seront les informations nécessaires et suffisantes pour traiter ce cas d'usage. Parce que la problématique de l'information, on a bien vu sur le premier slide que c'était l'information, la donnée, la data, je ne sais pas comment on peut appeler dans l'entreprise, qui va faire qu'un industriel va pouvoir demain être plus rentable, acquérir de nouveaux marchés, enfin peu importe la raison, mais toujours est-il que c'est bien la data qu'il a ou qu'il faudra créer chez lui demain sera importante. Notre métier, même si on met en place des infrastructures IoT, n'est pas de se dire on va connecter 100% de l'entreprise pour savoir ensuite de quel type de use case on va parler. On a fait ça au début, ça ne marche pas. Donc, si vous avez une vision de ce que vous voulez résoudre comme problème, on le déclinera en cas d'usage et pour chaque cas d'usage, on ira voir de quelle information on a besoin. Si elles existent déjà dans vos systèmes d'information, on ira juste la chercher. Si elles n'existent pas, comme le disait le présentateur précédent, eh bien, on ira mettre des capteurs, mettre des boîtiers, mettre ce que vous voulez. OK ? Donc là, une idée de cas d'usage. Alors, si on continue avec VMI, voilà, je ne sais pas, une idée assez simple, c'est comment déterminer le fonctionnement nominal d'une machine. Voilà, une plateforme IoT va pouvoir faire ça. On récupérait température, vitesse, consommation. On avait rajouté des capteurs de température à l'intérieur du capot, à l'extérieur. On avait rajouté de l'hygrométrie. Donc voilà, ils avaient un certain nombre d'informations qui étaient récupérables sur leur machine. Et une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'IoT qui va vous permettre de remonter des données, de stocker des données, pas n'importe comment, potentiellement d'afficher des informations, ne pourra pas se passer, et personnellement, on ne peut pas se passer des gens qui ont la connaissance métier. Ça veut dire que déterminer un fonctionnement nominal d'une machine va faire que globalement, on va pouvoir remonter des informations, on va pouvoir afficher des courbes dans tous les sens et pourquoi pas en temps réel, enfin, on va pouvoir faire des requêtes dans tous les sens. Toujours est-il que dire que cette machine a son fonctionnement nominal quand sa température, sa consommation, sa vitesse et celle-là, c'est très compliqué pour nous. Donc, ça veut dire que l'homme métier derrière va dire « Ok, son fonctionnement nominal, c'est celui-là. » Une fois qu'on aura décidé ça, on va pouvoir calculer des dérives, des mauvaises utilisations, des surutilisations, des sous-utilisations. On pourra mettre et lancer des warnings en cas de mauvaise utilisation des appareils. Okay. Si on regarde les produits manufacturés connectés, la vision stratégique, voilà, bon, SICAM et VMI, deux exemples assez simples. Améliorer l'expérience utilisateur. Alors ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes.
Ils sont aperçus sur une typologie de machine qui avait 25 fonctions et que seulement 4 étaient utilisées. Les 21 autres, elles étaient forcément maintenues, forcément mises à jour et tout ça coûte de l'argent. Donc, l'expérience utilisateur, c'est aussi la possibilité de se dire qu'est-ce que mon client utilise comme fonction dans la machine, qu'est-ce qu'il n'utilise pas pour simplifier son interface. Toujours pareil dans l'expérience utilisateur, hein, c'est comment détecter des pannes récurrentes. Alors, quand je vous disais qu'un projet pouvait durer 3 ans et demi, chez VMI, ils voulaient détecter des pannes récurrentes sur des familles de machines distribuées dans le monde entier. Très bien. Ils n'avaient pas d'outil de ticketing. Ça veut dire que typiquement, après la période de garantie, c'était un mainteneur ou un distributeur qui prenait la main. Donc, le constructeur perdait la main sur la base client. Pour rapatrier cette base client en interne, ils ont été obligés de changer les contrats, de changer le contenu juridique des contrats aussi, il ne faut pas l'oublier. Récupérer de l'information qui vient du terrain, donc qui vient d'un client, il va falloir lui demander son autorisation, mais toujours est-il qu'il n'avait pas d'outil de ticketing qui permettait de dire tel client sur tel type de machine a eu tel type de problème. Et tout ça pour détecter des pannes récurrentes. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais une vision très mécanique de la problématique en me disant ils veulent détecter des pannes récurrentes en se disant on va retourner à l'ingénierie, on va regarder si les fournisseurs nous ont fourni effectivement des composants qui répondaient au cahier des charges ou pas, ou si en interne on avait fait des problèmes de conception. En fait, pas du tout. L'idée, c'est que le contrat avec leur client leur impose d'avoir un temps de rétablissement en 2 heures et que pour avoir ce temps de rétablissement en 2 heures, il fallait une distribution de pièces détachées dans le monde entier, en fait, qui soit pertinente, en fait, pour être sûr de remplir le contrat. Donc, pourquoi pas? À la limite, c'était un cas d'usage intéressant. ADC, Atelier de la Chaînette, qui fait partie du groupe FAIA. La raison pour laquelle ils se sont lancés dans les produits connectés, alors c'est assez rigolo parce que les ponts roulants, je pensais qu'il n'y avait pas plus bête qu'un pont roulant, c'est assez simple, je veux dire, mécaniquement. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils se faisaient manger par une concurrence allemande qui vendait des nouveaux services associés à tout ça. Donc, ils ont décidé de le connecter. Ils ont connecté leur pont roulant. Ils ont une gamme connectée. Et aujourd'hui, en fait, ils font de la préconisation métier. Je ne sais pas si on peut parler de ça. Mais en tout cas, ils vont pouvoir faire de la détection de pianotage, de la détection de niveau de maintenance, de la détection de distance de déplacement avec les charges associées. Et ils vont aller faire de la préconisation métier en se disant, attendez, vous vous faites une sous-utilisation de votre pont roulant ou une surutilisation du pont roulant, ça peut être dangereux. Et globalement, vous déplacez toujours les mêmes charges sur les mêmes trajets. Donc, l'usure n'est pas appropriée. Et du coup, est-ce que vous pourriez déplacer, par exemple, tel ou tel poste, tel ou tel magasin? Voilà, ils vont aller jusque-là. Le contexte industriel, ça c'est celui que nous, non seulement on constate quand on voit les industriels arriver, mais aussi quand on met en place des choses. On peut avoir des grosses sociétés aujourd'hui que j'aurais tendance à qualifier de suréquipées en termes d'outils informatiques, que ce soit de l'usine au bureau d'études, en passant par tous les systèmes que vous avez ici, mais qui ont encore des problématiques industrielles à résoudre. Ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que le 4.0 qui permettrait de déployer de la technologie, de quelle manière ce 4.0 va résoudre plus de problèmes que ce que j'ai déjà résolu dans le passé. En fait, la vraie problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on perd une sorte d'agilité dans le système d'information préexistant qui fait que, alors ça c'est pareil, quand je dis 90%, je pense que c'est plus, mais le nombre de sociétés qu'on voit aujourd'hui qui nous disent effectivement j'ai bien compris la problématique, il va falloir aller chercher des informations dans mon système d'information préexistant, et clairement le gars nous dit mais chez nous l'interface entre le système A et le système B, il a été développé par un gars qui est plus chez nous aujourd'hui. Donc ça veut dire que si on doit toucher à quelque chose, ça va être très compliqué. On s'aperçoit que l'évolution des systèmes qui est déjà en place est quelque chose de très compliqué. Donc, on en arrive à des systèmes complexes mis en place qui satisfassent finalement une production d'aujourd'hui, sont un petit peu sclérosés par des technologies qui sont difficiles à faire évoluer. Donc, on a eu le cas avec la TQR il n'y a pas longtemps, c'est prendre juste un cas d'usage qui serait rajouter de la traçabilité sur une ligne de production. Et on s'est aperçu qu'ils ne pouvaient pas le faire avec l'outil qui était déjà en place, sur lequel ils avaient un niveau de satisfaction extrêmement élevé. Rajouter juste de la traçabilité sur une ligne de production, c'était des mois de configuration et ce n'était pas sans risque. Donc, ils ont préféré partir sur une plateforme IoT qui s'intégrait dans leur écosystème et finalement qui ne remettait rien en cause. Donc, à droite, j'ai juste mis ce qu'on peut faire assez rapidement
sans toucher le château de cartes, j'aime pas trop le terme, mais sans toucher ce que vous avez déjà en place. Voilà, de manière assez simple, c'est tout ce que vous avez à droite. L'idée de base est toujours la même. C'est une capacité d'extraire des informations pour les contextualiser et pour en faire une valeur métier. L'idée, elle est forcément là. Les composantes d'un projet, alors la mise en place d'une plateforme IoT, c'est pas la mise en place d'un ERP, d'un PLM, d'un système de CAO ou je sais pas quoi. C'est vraiment très, très différent. On l'a vu dans la présentation précédente. Il va falloir avoir un certain nombre de choses pour prétendre pouvoir avoir de l'IoT chez vous. Évidemment, le début de l'histoire ne pourra commencer que avec des informations. Là, ici, j'ai illustré des informations qui viennent du terrain. On parlerait de moyens de production connectés. Donc, il va falloir des machines qui génèrent de l'information et en plus qui soient communicantes. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait une usine connectée à Nantes comme démonstrateur. Je peux vous dire que le multi-constructeur ou l'hétérogénéité dans des lignes de fabrication, on le retrouve chez tous nos clients. Mais faire discuter un matériel de Souter avec un matériel Rockwell, c'est absolument pas naturel. Et on a mis un peu les mains dans le cambouis en se disant on la veut hétérogène parce que c'est ce qu'on retrouve chez nos clients. On s'est aperçu que plein de composants technologiques n'étaient pas communicants, et même s'ils l'étaient, ce concept de je communique, c'est souvent monoconstructeur. On prend un deux Souter sur leur site, marque très bien, hein, on soutient des initiatives industrielles 4.0. Un matériel de Souter discute naturellement avec un autre matériel de Souter. Faire discuter du deux Souter. Alors, je prends un exemple de Souter, on a eu les problèmes pour chaque constructeur. Faire discuter du deux Souter avec du Rockwell, ça a été compliqué, et ça a été compliqué. On s'imaginait à la place d'un industriel qui faisait le choix de 50 postes avec 50 constructeurs différents. Ça aurait franchement été l'enfer. Donc, la partie terrain communicante, une fois qu'on a quelque chose qui communique, évidemment, il va falloir extraire cette information. La capacité d'extraire, aujourd'hui, la technologie va permettre de faire un peu tout et n'importe quoi. Ce ne sera pas la limitation. Évidemment, dès qu'on va parler, j'entendais parler de projet 4G tout à l'heure, bien imaginer que dans le contexte, par exemple, produits connectés, laisser 500, 600, 2000, 3000, 10 000 machines dans la nature avec une communication 3G, avec une carte téléphone, hein, évidemment, va demander quelqu'un qui fait de la gestion d'abonnement des cartes téléphones, et ça va être son job à plein temps. D'accord ? Donc, il y a plein de choses comme ça qui vont nécessiter de faire un petit peu attention. Sur ces trois premières couches, donc je génère de l'info, je la communique et je la positionne dans un lac de données. Comme je vous le disais tout à l'heure, un lac de données, c'est l'ensemble des informations qui seront nécessaires et suffisantes pour traiter un cas d'usage. Okay, et pas plus que ça. C'est l'ensemble des cas d'usage qui vont faire que vous aurez un lac de données qui sera un ensemble d'informations pertinentes et cohérentes. Ce lac de données ira chercher aussi des informations dans votre système existant. On le verra dans le slide de tout à l'heure. La plateforme IoT. La plateforme IoT, c'est les deux composantes que vous avez ici. Donc, c'est comment monter un modèle métier et comment créer des services métiers. Les services métiers, c'est ce que je disais tout à l'heure, déterminer un fonctionnement nominal et puis lever une alerte quand on va considérer que le fonctionnement n'est pas normal. Alors, un fonctionnement pas normal, on passe notre temps avec nos partenaires industriels pour définir la terminologie sur des choses qui sont très basiques. Vous demandez la définition de ce qu'est une alerte, par exemple, à un industriel, vous n'aurez pas forcément tous la même réponse. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, chez VMI, le fonctionnement nominal a été déterminé. Une alerte va se lever quand, par exemple, alors c'est juste un exemple, c'est dans les 3 dernières semaines, la machine de ce client-là a travaillé à plus de 115-120% de ses capacités nominales. Et donc là, on a une alerte qui dit on a une utilisation inappropriée de cette machine-là. Donc c'est quelque chose qui est bien construit et ça s'appelle un service métier. Le modèle métier est assez simple. Le modèle métier, c'est de dire j'ai un capteur qui envoie de l'information de tel type, qui fait partie d'une machine qui est sur telle ligne, d'une ligne qui est sur telle usine, d'une usine qui fabrique peu importe. Et on aura en parallèle cette notion de ordre de fabrication, de client, voilà, peu importe le use case, mais toujours est-il qu'on va pouvoir mettre tout ça en œuvre pour créer un modèle métier cohérent. La plateforme intègre des briques technologiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à contrario, aucun process industriel, mais des briques technologiques qui me permettent d'aller très, très rapidement.
et qui permet de développer des applications. Des applications, c'est tous les écrans que vous allez mettre à disposition sur vos machines, vos chaînes de fabrication en interne, enfin peu importe. Vous allez distribuer de l'information et de l'information en fonction des besoins de l'opérateur. Ça, ce sont les applications. La partie infrastructure, a priori, d'après ce que j'ai compris, on n'en parlera pas ce matin, vous allez pouvoir décider de poser votre plateforme IoT où vous le voulez. Évidemment, on a, nous, tendance à vouloir la mettre sur le cloud pour plein de raisons qui seraient performance, temps de rétablissement, sécurité. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut les mettre sur le cloud. Il y a plein de gens qui hébergent aussi la plateforme chez eux. C'est vraiment un choix. On sait que cette fusion réseau OT-IT, elle n'est pas toujours simple, elle n'est pas toujours évidente. Quand on a deux directions différentes, la communication entre les deux réseaux est compliquée. Mettre des infos de production sur le cloud, ça peut être compliqué dans certains cas. C'est toujours très compliqué sur des sociétés qui travaillent à l'international où je stocke mes données. C'est la première question. Donc, tout ça n'aurait pas de sens si on ne venait pas s'intégrer dans les systèmes qui existent déjà. Une plateforme IoT, c'est une plateforme qui, certes, n'implémente pas de process, mais a une capacité naturelle à enregistrer de l'information de temps réel. Donc, dans ce lac de données, vous allez pouvoir dire j'affiche de l'info de temps réel. Alors, évidemment, ça ne sert pas à grand-chose. On ne va pas avoir un opérateur qui va regarder un écran 24 heures sur 24. Mais globalement, cette information de temps réel, vous pouvez l'historiser. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle des séries temporelles. Stocker et prétendre pouvoir requêter, c'est-à-dire interroger ces séries temporelles sur quelques dizaines d'années, c'est évidemment pas une technologie de base de données relationnelle qu'on va utiliser. Donc, c'est typiquement des bases de données de type InfluDB qui pré-implémentent des requêtes et qui nous permettent d'avoir des temps de réponse et une garantie de fiabilité dans le temps qui est sans commune mesure avec une base de données standard. Toujours est-il que le lac de données, lui, même s'il ne représente pas une technologie, il va avoir effectivement de la technologie et il n'ira pas copier ce que vous avez déjà dans vos systèmes d'information, mais en tout cas, il ira utiliser ces informations pour pouvoir répondre au cas d'usage sur lequel on travaille. La technologie, on y vient, c'est-à-dire que même si en introduction et même si on explique à nos industriels ou aux gens qui viennent chez nous pour essayer de répondre à une problématique, on explique tout le temps que la technologie n'est qu'un moyen. Et c'est essentiel de le comprendre. Le nombre de projets mis en place et réfilés qui ont avorté parce que ce n'était pas ça qu'il fallait faire, c'est quand même assez important. La technologie, on y arrive. On met en place une plateforme IoT. Alors, je vais être complètement transparent avec vous. Si vous tapez plateforme IoT sur Internet, sur un Google, vous allez en avoir 7 ou 8 qui sont des vraies plateformes IoT. Industrialisé avec de l'expérience, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on peut s'accrocher. Après, vous en avez 250 qui sont à partir de plein de technologies différentes qui peuvent aussi rendre plein de services. On distribue celle-là parce que, pour rien vous cacher, l'éditeur CPTC, moi j'ai fait 20 ans chez PTC, les gens qui ont monté la société avec moi ont pris part à l'époque chez PTC sur les décisions d'acquisition d'une plateforme ThinkWorks qui existait déjà bien avant nous. C'était dans les années 2013, 12-13. Et donc, elle est performante parce qu'on la connaît bien, parce qu'on connaît ses faiblesses, on connaît ses points forts, et on a beaucoup personnalisé et beaucoup adapté la plateforme pour qu'elle soit performante en termes de déploiement. Donc, évidemment, c'est ce qu'on appelle une plateforme de développement rapide. On prétend, et c'est à peu près le cas, 70% de glisser-déposer pour définir les modèles de données, pour créer les liens entre objets, pour aller créer des interfaces utilisateurs. Et les 30% qui restent sont tous les services personnalisés dont vous allez avoir besoin pour répondre à une vraie problématique métier. Donc, c'est une plateforme qui est simple à déployer, simple à personnaliser. Enfin, voilà, on a plein de témoignages clients qui en parleraient. Assez vite, du coup, on va nous le Ok, sur la j'ai fini. Voilà. J'ai fini. Je vais Donc, pas une couper, plateforme. mais... Non, je t'en prie. En fait, j'étais en train de regarder quelle heure il Vas-y, était. c'est bon. Pardon. On est bon. Donc, une plateforme IoT telle que ThinkWorks, elle ne se ressemble pas toutes, mais on considère aujourd'hui qu'elle est assez performante dans le sens où, par exemple, elle va avoir une brique technologique qui est complètement intégrée à la plateforme qui s'appelle Vuforia. Vuforia, c'est un outil de réalité augmentée, enfin, un moteur graphique qui va permettre d'implémenter de la réalité augmentée. Typiquement, Vuforia va vous permettre d'afficher dans une expérience de réalité augmentée des données temps réel, ce qui n'est pas
pas évident. Vous allez avoir le ThinkWorks Analytics en bas à gauche. Donc, c'est une plateforme Neurone dont PTC a fait l'acquisition il y a quelques années, qui est intégrée à la plateforme Analytics. Donc, ça va être l'accès à tout ce qui est maintenance prédictive. Vous avez en bas à droite quelque chose qui s'appelle ThinkWorks Industrial Connectivity. Aujourd'hui, prétendre pouvoir connecter des lignes de production sans un outil, alors je ne dis pas qu'il n'y a que celui-là, mais sans un outil comme Kepware. Kepware, c'est une gateway industrielle qui va avoir à peu près 300 protocoles différents pour aller accéder aux informations générées par les machines. Ce serait très compliqué de le faire à la main, individuellement, machine par machine. Donc, c'est vraiment fait pour ça. Intégrée à la plateforme, elle va nous renvoyer les propriétés terrain directement à l'intérieur de la plateforme IoT. Enfin, c'est quelque chose de très performant. En haut à droite, vous allez avoir quelques briques technologiques standards. Typiquement la création d'interfaces, typiquement la recherche, typiquement la connectivité, typiquement la notion d'objet pour la logique business, typiquement la capacité à aller chercher dans des bases de données de multiples technologies. Tout ça est quelque chose qui est en standard dans la plateforme. Et parce qu'on est intégrateur de cette plateforme, évidemment, on a détecté des manques d'un point de vue fonctionnel et on a développé ce qu'on appelle un moteur de règles qui vous permet, sans l'analytics, d'aller déterminer des services un peu différents. Typiquement, le détermination d'un fonctionnement nominal d'une machine, c'est le moteur de règles qui le fait, ce n'est pas l'analytics. Donc voilà, on ne fera pas de la maintenance prédictive avec ça et on laissera la partie maintenance prédictive au ThinkWorks Analytics. Voilà, j'ai fini pour ma part. Alors évidemment, on a un démonstrateur. Évidemment, on peut vous montrer plein de cas clients en une demi-heure. Tout ça est un peu compliqué. J'ai gardé quelques slides pour vous ce matin. J'espère que j'ai pas été C'était très complet en tout cas. Merci beaucoup. Bon. C'était assez intéressant. Et c'était très complémentaire avec l'intervention de David juste avant. Ouais, absolument. Je ne sais pas comment je relâche. Ah ouais, ok, j'ai relâché le partage. Voilà, super. Et du coup, maintenant, pour illustrer tout ça, justement, pour avoir des exemples concrets, justement, si on nous parlait d'hétérogénéité entre les machines, etc., et que ça demandait de mettre un peu les mains dans le cambouis, je pense qu'Eva va nous présenter, du coup, va nous illustrer exactement ce cas, je pense. Normalement, vous avez la main, Eva. Oui. Vous m'entendez déjà? Déjà, on vous entend. Ouais, c'est bien pas mal. Alors, super. Vous voyez mon écran, c'est tout bon? Oui, c'est bon, nickel. Voilà. Donc on va essayer de rapidement donner un petit cas d'application et vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait nous concrètement. Je vous présente juste déjà vite fait FPT, le site de Bourbon-Lancy. On est le premier employeur de Bourgogne. On a 1100 salariés sur le site et on a un cœur de métier qui est la fabrication et l'assemblage de moteurs industriels avec une fabrication personnalisée. On a plus de 6960 variantes qui tournent sur nos lignes. Et on a deux grands métiers, une partie usinage et une partie montage. On a un process et des activités qui répondent et qui en tout cas font réellement écho à l'industrie 4.0 et on a ressenti déjà depuis plusieurs années le besoin d'utiliser la donnée et de se projeter vers ces nouvelles technologies pour améliorer notre performance et surtout la compétitivité de notre site. L'industrie 4.0, juste rapidement, notre vision, alors oui, il y a la partie technologie, il y a les briques technologiques qu'on connaît, mais pas que. Avant tout, pour nous, le 4.0, c'est revoir nos méthodes de travail, de revoir notre management en se centrant sur ce qui, chez nous, est le plus important, c'est sur les hommes. C'est-à-dire que ce qui fait la valeur aujourd'hui d'une entreprise et encore plus de l'industrie quand elle est française, c'est ses hommes, c'est ses compétences, c'est ses connaissances et c'est réellement sur notre main-d'œuvre, sur notre force qu'on veut capitaliser, qu'on veut travailler aujourd'hui. Et donc, l'industrie 4.0 doit être pour nous une manière de mettre en avant et de supporter notre activité. Alors, on parle de briques technologiques, on parle de méthodes. Vous avez peut-être noté sur le slide que c'est Je ne sais pas si vous entendez ou pas. J'ai perdu le son. Ouais, j'ai perdu le son aussi. Je crois qu'il y a eu un souci avec le son. Ouais. Ok. Alors, on va gérer ça.
On voit toujours en tout cas la présentation. Alors, je ne sais pas si Eva nous entend. Je ne sais pas si elle nous entend. Ouais, Ah non, puisqu'elle est partie. Donc, elle va se reconnecter. Excusez-nous pour ce petit souci. Regarde du coup peut-être de ton côté haute, si tu la vois pas réapparaître. On la repasse en panéliste. J'en profite du coup, si vous voulez poser vos questions. J'ai vu qu'il y avait la question de Yannick qui a fait référence. On la posera à la fin si vous voulez bien. Ou alors on peut la poser maintenant. Pour toi, du coup, à s'adresser la question, Lionel, sur la différence entre le lac de données et la plateforme IoT. Ouais, vous m'entendez? Oui, c'est bon. En fait, le lac de données n'est qu'une composante de la plateforme IoT. Comme je le disais tout à l'heure, le lac de données représente quelque chose de purement théorique. Ça ne représente pas une technologie. Ça va être l'ensemble des informations qui vont permettre de traiter l'ensemble des cas d'usage pour lesquels on aura déployé la plateforme IoT. La plateforme IoT, elle, est une vraie technologie. C'est-à-dire que, hop, Eva est revenue. Alors, Eva est revenue. On n'a pas encore le son. Parce qu'elle n'a pas mis son micro. Ouais, donc le lac de données, c'est une représentation théorique de l'ensemble des informations qui vont permettre d'adresser un ou plusieurs cas d'usage. D'accord. Donc ça va être d'un côté une base de données relationnelle avec le modèle de données que vous allez nous demander. Ça va être d'un côté une base de données type InfluDB pour aller stocker les séries temporelles, et ensuite des connecteurs pour aller s'intégrer dans les systèmes qui sont déjà en place. Tout ça va représenter le lac de données. C'est une représentation d'un ensemble d'informations. Très bien. Merci Lionel pour ça. Et normalement, on doit vous entendre, Eva. Ouais, je pense que c'est bon. Allez, c'est reparti. On était sur la slide d'avant. Ouais. Et c'est bon. Vous voyez? Oui, on voit. Reprenez peut-être au démarrage de votre graphe, puis on va plus. Voilà. Alors, donc on était effectivement sur le graphe pour expliquer quelle pouvait être l'utilisation de la donnée et surtout quelle valeur la donnée apporte au business. C'est ça le plus important. C'est pas de la donnée pour la donnée, mais c'est qu'est-ce qu'on en veut, qu'est-ce qu'on veut en faire pour essayer de comprendre si elle est utile et s'il est utile d'aller la chercher. Dans un premier temps, on peut juste se contenter de la visualiser. Donc, plutôt que de la voir sur un cahier d'autocontrôle, sur un tableau, on la visualise, c'est ce qu'on appelle le niveau 1. Soit on l'analyse, c'est-à-dire que cette donnée, on va lui apporter un premier niveau avec, par exemple, un maxi, un mini, et on va avoir basiquement une analyse. Et puis, ce qui est le plus important et ce vers quoi on veut aller, c'est la prise de décision. Cette donnée, comment est-ce qu'on va l'utiliser pour prendre des décisions? Alors, on peut avoir des décisions plutôt qui sont orientées sur une phase descriptive, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, et grâce à la donnée, la comprendre. Pourquoi cela est arrivé? Donc, elle est plutôt sur une partie de diagnostic. Prédictif, alors là, on voit ce mot qui est très à la mode, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer. Ou alors prescriptive, et c'est là où on a le plus de valeur pour le business, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que finalement, savoir ce qui va arriver, etc., c'est bien, mais qu'est-ce qu'on doit aller faire? Et dans la partie prise de décision, c'est ce qui est le plus important. Alors, pour revenir juste un peu sur des termes plus techniques, on est sur une approche de data science tant qu'on va du descriptif jusqu'au prédictif. Par contre, si on va sur une partie de prescription, là, on rajoute une approche d'optimisation mathématique de manière à simuler différents scénarios pour après nous faire une meilleure proposition. Et on retrouve en fait finalement toutes les différentes strates de l'analyse de la donnée avec une première partie qui est la base, qui est la data science, bien sûr. Ensuite, on va faire passer des modèles mathématiques d'optimisation et de simulation pour après rajouter une dimension qui est plus humaine. On va rajouter nos connaissances, nos règles, notre management pour à la fin pouvoir supporter une prise de décision. Concrètement, comment ça se passe? Et c'est un schéma, je pense que tout le monde connaît. C'est comment est-ce qu'on peut supporter par la technologie cette vision. Tout ce que je vous ai dit avant, c'est de la théorie, mais concrètement, comment est-ce qu'on va? On a, nous, des ateliers où on peut avoir finalement 5 grands types de données qui peuvent être liés aux objets, c'est-à-dire à notre produit, qui peuvent être liés à nos équipements, sur une machine, sur une installation, à notre process dans sa globalité, où là, on est plutôt sur des résultats, sur de la performance,
Sur les gens, ça se fait en Allemagne notamment, c'est des choses qu'on peut commencer à réfléchir, donc avoir de la donnée issue des opérateurs, par exemple sur la notion de GPS, par exemple, et des positions, et des données qui peuvent venir au niveau de l'environnement. Là, on est purement sur la partie données. Au milieu, comme vous l'avez présenté auparavant, on peut avoir des informations qui vont venir de nos différents systèmes, ERP, MES, SAP, tout dépend de ce qu'on peut avoir. Et puis ensuite, toutes ces données, elles vont aller sur la plateforme, sur une plateforme IoT. Et sur cette plateforme-là, on va avoir différentes utilisations, visualisations, analyses ou support de la décision qu'on va avoir ici. La logique pour nous, elle est là. Concrètement, dans les ateliers, et c'est ce qu'on va développer ici, nous, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? C'est prendre cette donnée qui vient du shop floor et directement, via SCADA ou PLC, l'intégrer et la stocker sur une plateforme IoT. Alors, je vous ai présenté ici MindSphere, donc c'est le choix qu'on a fait sur le site, et ce n'est pas pour en faire une publicité, mais aujourd'hui, la plateforme MindSphere Siemens, c'est une solution qu'on a choisie très simplement parce que toutes nos machines ont des automates Siemens, donc effectivement, connecter une plateforme IoT qui parle directement avec nos automates et nos machines, c'est quelque chose qui était beaucoup plus simple pour nous. On n'oublie pas, je le mets à côté, toute la partie cybersécurité qui est très importante à aujourd'hui. Je ne vais pas faire un focus là-dessus, mais en tout cas, voilà le schéma et la logique qu'on a ici. Vous avez le schéma technique de base que tout le monde connaît sur comment aller récupérer ces différentes données, ces différentes informations. Par contre, la question qu'on peut avoir ici, c'est de se dire ça, c'est de la théorie. Comment est-ce que concrètement on va dans la pratique? Je vous ai présenté, nous, notre process aujourd'hui, c'est de l'usinage en grande série. On a sur le site 280 machines avec plus d'une centaine de centres d'usinage qui ont entre 40 ans et 5 ans d'âge. En moyenne, nos machines ont 25 ans. On était parti au départ sur une vision de l'industrie 4.0 où on nous présentait que du neuf, c'est-à-dire il faut attendre de renouveler votre parc machine pour vous connecter, il faut rajouter des choses, il faut de l'investissement conséquent et important pour arriver à récupérer cette donnée. Et au départ, on était parti là-dessus avec forcément des coûts d'investissement qui sont totalement délirants et en tout cas qui ne peuvent pas être supportés parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une usine qui a déjà des résultats, qui a déjà de la performance, c'est très compliqué d'aller présenter des retours sur investissement sur de la donnée inférieure à 2 ans, comme on va nous le demander aujourd'hui. C'est assez difficile de chiffrer, au moins sur les premiers cas d'application, votre retour d'investissement. Donc, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? C'est de se dire, on prend deux axes différents. On prend toute la donnée qui est disponible aujourd'hui facilement, et cette donnée-là, on la stocke, on l'intègre. On ne sait pas forcément ce qu'on veut en faire, mais par contre, à partir du moment où elle est accessible facilement, allons-y, connectons-la, récupérons-la, stockons-la, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'elle nous sera utile. Donc, il y a une première phase dans notre activité qui a été de dire tout ce qu'on peut connecter facilement, on y va. Et puis ensuite, on a, comme vous l'avez présenté auparavant, cherché des données qui pouvaient nous aider à résoudre des problématiques concrètes qu'on pouvait avoir sur le site. Et là aussi, on s'est rendu compte que généralement, les fournisseurs nous vendent des solutions où il faut équiper, il faut rajouter des capteurs, il faut intégrer des solutions dans les machines qui sont très coûteuses, qui nécessitent des temps d'arrêt de production pour intégrer tous ces capteurs-là, sans avoir forcément là aussi un retour sur investissement. Donc, on est allé sur une autre idée sur nos centres d'usinage qui était d'aller chercher directement dans la CN toutes les informations qu'on pouvait déjà y trouver. Et dans un premier temps, là aussi, de se dire la donnée qui est dans la CN, elle est disponible, on va la chercher, on la remonte, on la stocke. Et finalement, on va ajouter le capteur uniquement quand réellement c'est une donnée dont on a besoin parce qu'elle a un coût. Cette donnée qu'on va chercher en imposant un capteur, elle est plus chère que la donnée qui est d'ores et déjà existante. Donc, commençons avec ce qui existe. On a cherché dans un premier temps à sous-traiter cette activité, à la faire ailleurs. On est tombé sur beaucoup de fournisseurs qui nous proposaient des solutions d'informaticiens et pas forcément des solutions qui étaient adaptées à nos besoins concrets d'industriels. Et donc, finalement, ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est de déployer des activités en interne.
L'avantage qu'on a pu avoir avec la plateforme MindSphere et Siemens, c'est que quand vous utilisez des équipements Siemens et que vous vous connectez sur une plateforme qui est aussi du Siemens, ce sont des choses qui parlent et pas seulement aux informaticiens, mais ça va parler à vos automaticiens, ça va parler à vos personnels de maintenance. Et donc, ça vous permet finalement d'avoir un process de collection de data qui est accessible et qui est compréhensible au plus grand nombre. Vous mettez un informaticien dans un atelier, vous êtes à peu près sûr qu'il y a 90%, 99% des gens qui ne le comprennent pas. Par contre, vous allez faire venir du personnel de Siemens. Quand vous allez discuter avec eux, vous allez avoir en face de vous des automaticiens qui vont répondre, qui vont comprendre parce qu'il y a un langage qui est commun. Donc finalement, nous, la partie intégration de l'IoT, on l'a fait. Alors, on l'a fait en plusieurs étapes. Là, ce que je vous donne la conclusion, mais ça fait bientôt 5 ans qu'on travaille sur cette notion de connexion de nos machines. On l'a fait étape par étape. En tombant plusieurs fois, on est revenu en arrière plusieurs fois, pour au final essayer de trouver une solution qui parle au plus grand nombre, qui soit le plus simple et qui permette d'avoir une collection de données très rapide pour montrer aux gens tout ce qu'on pouvait faire avec cette donnée. Même si certaines données, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire, mais elles sont dispo et on va les travailler. Et ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a essayé de maîtriser nous-mêmes nos choix techniques, nos choix technologiques. Alors là, c'est un petit catalogue pour montrer toutes des solutions qu'on a développées en interne sur comment est-ce qu'on pouvait aller chercher l'information par des passerelles, par des voies différentes en interne, de manière à ne pas dépendre d'un fournisseur pour faire ces connexions, de manière à pouvoir être totalement autonome dans la gestion. C'est-à-dire, on sait ce qu'on va chercher, comment on va le chercher, on sait comment on le stocke, on sait comment on le traite, puisque finalement, la donnée, c'est la valeur aujourd'hui dans notre entreprise. Donc, on a essayé, nous, de le faire d'une manière totalement autonome en interne, puisque quand on a la compétence de gérer, d'analyser la donnée, finalement, on maîtrise nos coûts et on maîtrise la valeur qu'on peut apporter et on maîtrise au final notre performance. Voilà en quelques, on va donner une dizaine de minutes. Voilà en quelques minutes finalement quelle approche on a pu avoir nous sur la partie gestion de la donnée et sur la partie maîtrise en interne et connexion de différentes générations. Donc, on casse les codes. Ce n'est pas parce qu'on a des vieilles machines qu'on n'est pas capable de récupérer de la donnée. Et deuxièmement, on essaye de faire de la maîtrise et de la gestion en interne pour être plus performant et surtout pour maîtriser ses coûts dans la connexion des données. Voilà ce que je pouvais vous présenter aujourd'hui sur notre gestion et notre approche autour de la valeur de la donnée dans un business. Super. Enfin, je peux dire que c'était très complet. Merci beaucoup, Eva. C'était très, très clair. Je pense que… Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est que Jade lance la partie sondage en même temps et en parallèle, voilà, on va lancer les questions. Alors, on a de nouveau une question d'Yannick. Est-ce qu'il y a… Enfin, du coup, il a dit qu'il y a malgré tout un coût et un délai non négligeable à la connexion au CN. Point d'interrogation. Et avez-vous pu vous affranchir des fournisseurs de commandes numériques pour aller récupérer les données? Alors, le coût, oui, il y a un coût. Alors après, tout dépend de vos standards. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des standards d'implémentation dans les CN avec des DB qui sont d'ores et déjà… l'information est bien rangée, on va dire ça comme ça. Donc, dans le standard FPT, quand on implémente des automates, des CN, on a des standards qui étaient respectés. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus rapidement chercher la bonne donnée au bon endroit. Effectivement, si dans vos CN, il n'y a rien de rangé, il va y avoir un coût et ça peut être plus important. L'avantage, je dirais, c'est que nous, on a des fournisseurs au niveau des CN qui, quand on va faire du rétrofit, quand on va faire de la maintenance, quand on va faire ce genre de choses, sont relativement ouverts pour nous accompagner. Donc oui, il y a un coût, mais qui, si je dois comparer le coût de mettre des capteurs pour récupérer toutes les informations des capteurs industriels, je parle, si je dois mettre l'ensemble des capteurs sur les machines pour récupérer ce que je peux trouver dans la CN, au final, c'est plus intéressant d'aller le chercher dans la CN. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je pense. Voilà, effectivement, il confirme que c'est clair. Donc, je pense qu'on est bon. Donc, voilà.
Eh bien, écoutez, je sais. Je vois. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, là-dessus, on est bon. Là. Eh bien, écoutez, c'est super. Attends, je vais me remettre. Hop. Je vais me remettre dans le bon sens. Hop. Parti. Du mauvais côté. Tac. Eh bien, écoutez, du coup, bah, je suis assez content de ce webinaire finalement qui était assez complémentaire en termes d'intervention des différents participants. J'espère qu'il en aura été de même pour vous tous. Bah, écoutez, il me reste quand même à vous remercier à la fois David, Lionel et Eva pour vos interventions respectives. Je retiens quand même que ça reste un projet pas simple à mettre en œuvre, mais qui peut apporter beaucoup et sur lesquels il faut quand même se faire conseiller et avoir des équipes compétentes pour pouvoir déployer ces sujets-là. Donc là, je trouve que ça faisait finalement tout complètement sens dans le fait de ces parcours de montée en compétences proposés à travers ces webinaires. Donc voilà, donc j'aurai plaisir donc, à vous retrouver la prochaine fois lors du prochain webinaire dédié, lui, à la smart, la smart maintenance. Et donc voilà, vous recevrez des informations complémentaires sur ce sujet-là. Et puis, bah, écoutez, il me reste à tous à vous souhaiter un bon appétit parce que ça va être le déjeuner. Et puis, un excellent week-end à tous. Voilà, un grand merci à vous. Merci beaucoup.